retour sur le plateau de la Tranche Info, place maintenant au jeudi anthropologie et nous recevons notre expert des humanités classiques africaines, le professeur Nusere Kalala Omotunde. Bonsoir professeur. Bonsoir. La semaine a été bonne? Très bonne, très bonne, très bonne. Je suis ravi d'être venu justement avec Sakou parce qu'on avait promis qu'on allait parler d'or et du Broca. Donc je dirais, c'est... D'ailleurs je remercie beaucoup les gens qui m'ont arrêté dans la rue pour me dire que les émissions que nous avions faites sur la musique précédemment, y compris, je dirais avec Sakou, c'est quelque chose qui les avait plongés dans une réflexion nouvelle, parce que c'est vrai que quand on croit avoir fait le tour de quelque chose, on découvre qu'en fait, il n'y a pas de limite. Et ça, c'est important. Alors, on va parler justement de musique et de nombre d'or. On avait commencé ce cours avec le chercheur Monsieur Sakou. On prononce le N ou pas? C'est sous-entendu. Sous-entendu, voilà. D'accord. Donc c'est plutôt Sakou, parce que j'ai du mal en fait à prononcer un peu le N avant. Donc on avait commencé ce cours sur la musique et le nombre d'or. Avant de revenir dessus, le professeur Omotunde avait un petit message à faire passer. Voilà, c'est-à-dire qu'on a pris le temps d'essayer de comprendre quelque chose. C'est-à-dire que dans la conception des instruments, il y a normalement une conception sacrée qui est orchestrée autour du nombre d'or, donc qui permet en fait d'avoir si vous voulez, une fréquence vibratoire qui est une fréquence élevée et positive. Et cet après-midi, effectivement, on s'est posé la question par rapport au tambour, mais pourquoi il y a eu, je dirais, au niveau de cette réflexion, quelque chose qui a été finalement plus dans la création spontanée que dans la réflexion même de la constitution des rapports de proportion d'instruments. Effectivement, en appelant un tambouiller qui a donc l'habitude de concevoir des tambours, et il nous a expliqué que en fait, comme on a utilisé les fûts qui émanaient du commerce, donc à l'époque de l'esclavage, les fûts étaient déjà constitués. Donc les dimensions étaient déjà établies. Donc ce que faisaient les tambouillers, c'est qu'ils reprenaient le fût et ils en faisaient un tambour. Donc c'est pour cette raison qu'il n'y a pas eu vraiment d'intervention sur la conception même de l'instrument. Alors, maintenant, pour être clair, oui, c'est un peu comme quand vous nous expliquiez que pour faire une statue, il faut respecter certaines dimensions, certaines proportions. Pour les instruments, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, nos ancêtres, depuis l'Égypte antique, ont découvert une loi, c'est la loi de la conception des choses. C'est-à-dire que la nature a une façon de concevoir les choses. Donc l'homme, comme il introduit dans la nature quelque chose qui émane de lui, il faut que cette conception soit conforme à la loi mathématique de la nature. D'ailleurs, j'ai amené un petit document qu'on prendra le temps de regarder. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que comme on a arrêté de faire les tambours en bois fouillé, où on avait une intervention dans la conception des rapports mathématiques de l'instrument, le fait d'avoir pris un objet qui était déjà totalement conçu dans ses rapports de proportion, donc on a pu travailler la technique avec la peau et le fait d'avoir les clés que véritablement la conception même de l'instrument. Toujours est-il qu'il y a quelque chose que peu de personnes connaissent en fait en réalité, que j'ai souhaité amener, c'est ce qu'on appelle le compas d'or. Le compas d'or, c'est-à-dire c'est un système qui est utilisé dans la création, toutes les formes de création, quand on crée toutes sortes de choses d'ailleurs, vous allez voir au niveau du document que j'ai amené, ça permet en fait d'avoir les longueurs pour les proportions sacrées, c'est-à-dire le fameux nombre Mei, le nombre d'or qui est 1,618, de l'avoir automatiquement sans avoir forcément tout le temps à calculer. Et c'est vrai que c'est un objet qui n'est pas vendu, c'est un objet qu'il faut... Je ne l'ai jamais vu dans le commerce. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on achète, mais c'est ce qu'on appelle le compas d'or. D'accord, qui est très important, y compris, vous voyez, les gens qui font de la bande dessinée, quand ils font les personnages sont faits sur le compas d'or. Quand on fait des instruments, par exemple le violon, Stradivarius, tout ça, c'est fait avec le compas d'or. D'ailleurs, prenons le temps de voir le premier document que j'ai amené. Vous allez voir comment, dans la conception, je dirais, ceux qui font de la création reviennent toujours à cette notion de nombre d'or, même pour la conception des automobiles, par exemple, pour les voitures. Voilà, on respecte le nombre d'or. Le hasard n'existe pas, il y a une explication à tout, totalement. Et vous les avez. On part pour le premier document. L'équipe de stylistes automobiles sait que les dimensions de la 177 seront déterminantes pour sa réussite. Aussi mise-t-elle tout sur une notion bien particulière.
Tout designer, tout artiste sait qu'on peut mesurer la beauté. Certaines proportions présentent ce qu'on appelle le nombre d'or. Léonard de Vinci a très souvent expliqué qu'on peut définir les proportions d'un objet pour que les gens le trouvent naturellement attirant. Remontons au moins à l'an 500 avant Jésus-Christ. Ce qu'on appelle le nombre d'or est un rapport mathématique compliqué de 1 pour 1,618. Pour faire simple, disons qu'il s'agit d'un rapport d'un tout petit peu plus d'un tiers pour un tout petit peu moins de 2 tiers. Il serait naturellement beau et il aurait des résonances en chacun de nous. Il s'agit de définir les proportions exactes qui font que les gens vont se dire « ça j'aime bien », sans qu'ils sachent pourquoi. Tout designer a ça en tête. Dès le début, l'équipe de design recourt à cette formule. Quand on détermine l'empattement, on sait quelle hauteur la voiture doit faire, quelle longueur le porte-à-faux doit avoir. Le ratio entre le verre et la carrosserie, c'est 2 tiers pour 1 tiers. Pour chaque élément, on doit retrouver ce ratio. Le nombre d'or se retrouve sous de différentes formes, comme la spirale d'or qu'on obtient en traçant une ligne arrondie, en passant du rectangle le plus grand au plus petit par les angles opposés. Toutes ces formes sont dites d'or car elles auraient des proportions divines. Un qualificatif judicieux car ces proportions divines se retrouvent dans quantité de choses, de la forme de la coquille de l'escargot à celle du corps humain, en passant par l'architecture des bâtiments antiques, comme le Parthénon ou la volute des galaxies. Cette notion fascine mathématiciens et artistes depuis des siècles. Alors, nombre d'or qui visiblement est une notion très connue. Totalement. Mais ça vient de l'Égypte. Pas. C'est-à-dire que ça vient de l'Égypte, en fait, la pyramide de Khufu, de Khéops, est arrimée justement sur ce nombre d'or et beaucoup d'autres conceptions. Et c'est vrai que c'est très étrange. Moi, il y a des choses que je trouve étranges, que j'aborde dans le cadre des cours à l'Institut d'Histoire à Nija. C'est-à-dire que nous sommes un peuple très créatif, mais les lois de la création, on ne les maîtrise pas. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas transmises, elles ne sont pas portés à leur connaissance. Et vous voyez, cet objet, on ne peut pas l'acheter. C'est-à-dire qu'il n'existe pas à la vente. Donc vous l'avez fait fabriquer. Voilà, on le fait fabriquer, mais on ne peut pas l'acheter. Et pourtant, il est essentiel lorsque vous voulez que votre création soit conforme, je dirais, pourquoi on dit nombre d'or, nombre divin? C'est parce qu'il y a une dimension divine dans une création, mais il faut qu'il y ait le rapport de proportion. Alors, ce qu'on a vu avec Sakou, c'est qu'en discutant toujours à propos de cette affaire de tambour ici, notre cher Tambouillet nous disait que en Afrique, il y a ce souci de la proportion. Parce que il y a les instruments étant faits donc depuis leur conception dans les troncs d'arbres et compagnie, donc les rapports de proportion sont mieux respectés sur, je dirais, les œuvres d'art africaines que nos œuvres d'art à nous. D'accord. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est si fondamental qu'il faut quand même prendre le temps de la réflexion. C'est pour ça qu'à Nija, on a quand même des cours qui sont centrés là-dessus, de manière à montrer que dans tous les domaines, vraiment, alors là, même une carte bleue ou un paquet de cigarettes, c'est toujours par rapport au nombre d'or que la conception graphique est réalisée. Et ça, c'est important de le souligner. Bien de voir qu'il y ait cette constance-là. Et ce serait bien donc que nos artisans locaux, par exemple, se portent plus sur ce genre de notions. Alors, là où ce que dit Nsakou est intéressant, c'est parce que au-delà de la conception de l'instrument arrimé sur le nombre d'or, c'est-à-dire qu'on constate que le son, c'est-à-dire que par contre, dans nos créations artistiques sonores, on retrouve l'équation du nombre d'or dans la conception même du son. Donc depuis la gamme de Djéouti qui est devenue après la gamme de Pythagore, on retrouve cette gamme-là au niveau du tambour Groka, mais on se rend compte que les musiques qui ont du succès n'ont pas un succès par hasard, c'est qu'elles ont un succès parce qu'il y a une équation mathématique et qui sous-tend l'équation énergétique en fait de ce son qui se propage dans l'air, donc de façon hélicoïdale comme disent les Dogons, c'est important de le souligner, que les Dogons avaient déjà dit ça, et que finalement on a une sensation de plaisir, et on dit que cette sensation de plaisir on a par le fait que le son est beau. Le son n'est pas beau simplement, c'est parce qu'il est équilibré selon le nombre d'or. Et c'est pour ça qu'on a amené un certain nombre d'éléments graphiques
Donc Sakou, je rappelle qu'il est prof de musique. On peut commencer le cours. Voilà, Hein. on a eu l'occasion d'étudier. Il faudra se redresser un petit peu et pas la peine de s'approcher du micro. Okay, on est parti. Très bien, donc on va commencer par un premier document. Donc on avait vu Marc Chemillier nous expliquer comment est-ce que ces différentes démarches pour arriver à des conceptions mathématiques. On va poursuivre sur le document suivant. Une petite formule de harpe qui est jouée, alors c'est joué en boucle de façon répétitive avec quelques petites variations et ça sert à accompagner une improvisation vocale. Alors sur le plan du rythme, c'est un peu perturbant parce qu'on sait pas très, on a l'impression que ça flotte un peu. En réalité, c'est très structuré sur le plan du rythme. Et pour savoir comment c'est organisé, eh ben, il faut savoir où se trouve la pulsation. Et là, pour le faire, il faut demander à des gens du village de frapper dans les mains en écoutant la séquence. Alors c'est ce que j'ai fait, et on obtient le résultat suivant. Les pulsations se placent là où sont les traits verticaux les plus longs. Donc il y en a 4 dans la séquence. Et puis j'ai indiqué ici les subdivisions de la pulsation. Et donc on a 3 subdivisions pour chaque pulsation. Alors, quand on regarde les notes de musique, donc les moments où le musicien pince les cordes de l'instrument, on voit que ici, au début, ça coïncide avec la pulsation et avec ses subdivisions, et par contre, après, ça coïncide plus, ça tombe entre les traits verticaux, en l'air, en quelque sorte, ça flotte. Et c'est ça qui donne ce caractère rythmique très particulier de la séquence. Alors on peut le décrire de manière beaucoup plus précise en utilisant la notation solfégique. On va représenter la subdivision de la pulsation par une croche, hein, qui se divise en 2 doubles croches. Et puis il y a des moments où on voit que la durée est un peu prolongée, c'est-à-dire que la note suivante arrive un peu plus loin. Et donc on va représenter ça par une croche pointée, c'est-à-dire une croche plus la moitié de la durée d'une croche. Et à ce moment-là, on obtient une séquence très particulière que vous avez ici sur l'écran et qu'on peut représenter mathématiquement en notant les croches avec le chiffre 2, puisqu'il y a 2 subdivisions en double croche, et puis les croches pointées par le chiffre 3. Et ça donne la succession suivante, 2, 2, 3, 2, 3, qui est répétée ensuite. Et c'est cette structure-là qui donne à ce rythme son caractère si particulier, avec par moments des attaques qui coïncident avec la pulsation et avec ses subdivisions, et à d'autres moments des attaques qui sont enlevées. Vous voyez ici dans cette partie-là, on a les attaques enlevées. Et ça, c'est une caractéristique des rythmes africains. Il y a plusieurs rythmes de la même famille avec exactement la même organisation, c'est-à-dire qu'on a des durées de 3 séparés par des groupes de 2, avec un élément de plus d'un côté que de l'autre, donc une dissymétrie dans la formule, et c'est ça qui donne le caractère syncopé, pourrait-on dire, de ces rythmes, ce côté très rebondissant propre aux musiques africaines. Alors c'est ça qu'on peut étudier mathématiquement, et on peut le faire d'autant plus que ce genre de structure se retrouve dans des contextes complètement différents. Je vais vous en donner un exemple. Si je reprends la succession 2, 3, 2, 2, 3, donc avec toujours la symétrie dans les groupes de 2, eh ben, il y a un objet très familier en musique dans lequel on retrouve exactement la même disposition, c'est tout simplement les touches du clavier. La répartition des touches noires par rapport aux touches blanches suit exactement la même structure. Ici vous avez entre le do dièse et le ré dièse 2 touches, une touche noire et une touche blanche. Par contre, entre le ré dièse et le fa dièse, vous avez 3 touches, ré dièse, mi, fa. Et puis après, on trouve de nouveau 2 touches, et ensuite 3 touches entre le si bémol et le do dièse. Donc on a exactement la même organisation dans les touches du clavier. Voilà. Donc ce sont différents procédés, justement, qui vont nous permettre d'expliquer ce qu'on trouve aussi dans le Gros-Ka, ce qu'on trouve dans nos rythmes à nous. Voilà. Donc on peut étudier le Gros-Ka de la même façon. C'est-à-dire que, effectivement, on peut
imaginer toutes sortes de types de recherches à partir de ces différentes notions. Donc on peut développer encore, amener d'autres rythmes, avoir différentes possibilités. D'accord ? Au niveau de science. Totalement. Donc l'intérêt, c'est que quand l'enfant vient prendre un cours de gros cas, on peut en fait aborder beaucoup d'univers scientifiques. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que, je dirais, quelque part, ça participe à l'élévation de la perception de l'enfant et de l'élévation de sa connaissance de sa culture. Pas simplement le rythme et le côté divertissant, mais il y a une dimension aussi scientifique qui la rime à beaucoup d'autres univers de sciences. Donc, il fait que tout cela devient un langage. On se demande pourquoi est-ce qu'un rythme nous parle autant. Et on va voir Doudou Ndiaye, Rose, nous l'expliquer dans la vidéo prochaine. Voilà. Donc on voit cette notion d'amplification d'énergie. C'est ce qu'apporte justement le nombre d'or, ce qu'apporte aussi le nombre binaire. On a tout ça ici combiné et qui va nous apporter la notion de fractal qu'on avait évoqué aussi. Voilà, tout ça. Donc on voit l'amplification de l'énergie qui prend de plus en plus d'envergure. Et on va comprendre donc à travers l'image suivante. Donc d'un soboun, c'est un tambour du Bénin. Un soboun. Exactement. Voilà. Donc on voit carrément un cas. Ouais, clairement. Voilà, donc les choses sont dites. On voit directement l'affiliation. Cela va tout de suite aussi taire la discussion. Est-ce que le cas vient d'Europe? Est-ce que le cas vient d'Afrique? On a déjà tous les éléments pour être sûr que le cas est un élément qui vient d'Afrique. Voilà. Clair, net et précis, il n'y a plus de débat là-dessus. Le cas vient d'Afrique, un point, c'est tout. Avec le ngoka, tous les éléments de tambour qu'on a. Totalement, qu'on a eu l'occasion
d'aborder déjà. Très bien. Donc, on va voir dans notre tambour à nous les différents sons qu'on puisse obtenir. Donc, il y a les 3 sons sur l'image suivante. On voit les 3 sons au milieu, donc le foncier qui émet le son grave. Juste au-dessus, on voit en couleur verte le médium qui est entre le foncier et le zoban, qui lui est la partie la plus aiguë que l'on puisse obtenir en jouant sur le Ka. Voilà, c'est là où c'est intéressant, parce qu'on retrouve la gamme de Djéouti, dont j'avais eu l'occasion de parler dans l'émission précédente, hein, le grave, le médium et l'aigu. C'est exactement ce qu'on a, je dirais, fondamentalement dans le tambour Ka. Très bien. Donc, qui fait qu'on est dans un cadre de haut savoir, mais encore faut-il en être conscient. C'est ça. Voilà. Donc la gamme de Djéouti, elle est fondée au départ, donc on a le rapport de carte fondamentale quinte. Voilà. Donc à partir de cela, on voit bien cet élément de trois sons qui va développer maintenant les rythmes qu'on va comprendre dans l'image suivante, c'est sur le Mendé. Donc je vais commenter en même temps. Donc si on peut l'avoir en off, donc sur le Mendé. Non, il peut mettre le son. Hein, on peut mettre le son. Il peut baisser un peu sur le son. Voilà. Donc si je compte en même temps pour qu'on puisse bien suivre, donc ça nous donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Donc on voit que déjà tout ce qui peut nous donner la suite de nombres binaires. On a vu avec les chiffres 1, 1, 0, 1, voilà. Donc il faut savoir que justement dans le peuple Dogon, chez le peuple Dogon justement, ils ont développé le code Bamana qui est devenu le code binaire. On a évoqué cela l'autre fois. Voilà. Donc on va voir avec le Toon Black maintenant une autre évolution de cette énergie, comment est-ce qu'elle prend encore son ampleur en plus du mode binaire. Donc on y va pour la vidéo suivante. Donc on retrouve toujours le mode binaire ici. Donc il faut considérer que la case qui est en bleu, c'est l'impulsion de départ. Hein. Donc voilà, donc ça nous donne 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. D'accord? Mais en plus, sur la droite, on a la suite des nombres binaires. 1, 2, 4, si on poursuivrait, ça nous donnait 8, 16, 32, 64, qui est la suite des nombres binaires. Donc, on a non seulement le codage en nombres binaires, mais aussi on a la suite qui nous est donnée, une façon de le voir ainsi. Voilà. Alors là où ça devient intéressant et qu'on peut commencer à constater les choses, c'est que quand on a fait le colloque mondial des mathématiques africaines, les chercheurs ont montré que le son qui se propage dans l'air est codifié selon le binaire. Par exemple, l'informatique, vous allez envoyer un SMS, la codification est binaire. Mais on voit que même dans la conception du son émanant de tambour, quand on analyse, c'est le même code binaire qui est utilisé pour faire en sorte que le son se propage dans l'air. Donc on a en fait, le monde noir a découvert quelque chose qui est assez extraordinaire, c'est que le message dans l'immatériel respecte un code. Et ce code-là, nous l'avons dans nos productions culturelles. Encore faut-il prendre le temps de le voir et de l'étudier. Mais c'est quelque chose d'assez profond. Voilà. Et ce que va encore nous montrer maintenant, on va arriver au nombre d'or, c'est avec le grage. Donc dans le document suivant, je vais aussi le commenter en haut. Avec le son. Donc on a les 3 hauteurs, hein, grave, médium, aigu. Voilà. Donc si je compte de façon à ce qu'on puisse bien suivre, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, on a 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il faut comprendre que 1, 2, 3, c'est la base, c'est la suite du nombre d'or. Et 1, 2, 3, 4, 5, c'est encore la série du nombre d'or. Donc, on a 3 et 5. On a le nombre binaire. La suite du nombre binaire 2, 4, on l'avait sur le côté. Et on a aussi le codage binaire en dessous.
Donc là, on a le nombre binaire, on a l'amplification fractale, à vrai dire, puisqu'on a la combinaison du nombre binaire et du nombre d'or. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, si on prend le temps de regarder la construction dans la géométrie sacrée mathématique du son, on a la spirale. C'est-à-dire on a le début de la spirale. Et ce qu'il dit, qui est important, c'est que le son a un caractère pénétrant. C'est-à-dire que nos productions culturelles, musicales, ont un caractère pénétrant. Et ce caractère pénétrant, c'est que la boucle, elle a un démarrage en spirale. Et c'est ça qui fait que on intériorise beaucoup. Et ce que je dis, c'est d'autant plus important parce que si on n'avait pas eu de telle production culturelle durant l'esclavage, ça aurait été un petit peu compliqué. Parce qu'il faut arriver... En fait, la spirale, c'est l'ordre. Lorsqu'elle pénètre en vous, elle remet de l'ordre. Voilà. Et tous ces nombres-là, leur équation ésotérique et mathématique, c'est remettre de l'ordre dans l'être humain. Donc c'est pour cette raison que c'est important de comprendre ça, même si c'est un peu avec du retard, mais c'est important de comprendre aujourd'hui. Voilà. C'est intéressant de voir déjà qu'on peut traduire la musique en termes mathématiques, quoi. En mathématiques. Ce qui se fait en codage binaire, hein, faut dire, maintenant on a des appareils qui nous donnent, on entend un son, tout de suite on a même les paroles. Donc ça veut dire qu'il y a une information qui passe, mais en fin de compte ce n'est qu'un codage binaire. C'est exactement ce que vous avez vu sous les yeux. Mais c'est vrai qu'on ne réalise pas. Exactement. On fait qu'écouter de la musique, on se dit que c'est... Donc, dans notre paradigme, c'est une façon de pouvoir élaborer, évoquer justement ces sciences en musique, dans l'art en général. D'accord. Voilà. Les travaux avancent progressivement à l'Institut Anijar, en tout cas. Totalement. On est là pour ça. Totalement. Super. Et donc, le dernier document que je vais montrer maintenant, donc on va, au niveau des mélodies, voir un morceau dont on connaît trop bien la célébrité, et il va de Patrick Saint-Éloi, et on va essayer de le décrire en direct. S'il te plaît. Donc, dans le 9e document. Le document suivant, est-ce qu'on l'a, Kevin? Est-ce qu'on est bon? Non? Passe pas? Visiblement, le dernier document ne passe pas. Il passe pas. C'était lequel, le son de Patrick Saint-Éloi? Eva. Eva? Ah, je ne suis pas bon chanteur. Malheureusement, je ne suis pas très doué. Bon, au cas où si Kevin peut nous le trouver. C'était le synthé, je crois. Oui, voilà, le piano. Est-ce qu'on peut avoir l'air, au moins pour se faire une idée? Leur vini quitter le pays. Celui qui dit le refrain. Aïe, aïe, attention. Aïe, aïe. Voilà, c'est cela. Aïe, attention, voilà. Ça mauvais. Donc on a bien déjà 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Voilà, on a aussi les hauteurs de notes. Le rapport 2, 3 hauteurs de notes. Et quand il fait aïe, aïe, attention, 1, 2, 1, 2, 3. Non seulement là aussi, on est au niveau des hauteurs de notes. Mais il faisait ça instinctivement, vous pensez, ou bien peut-être qu'il connaissait C'est-à-dire, soit, ça c'est la magie du compositeur. Parce que quand il est inspiré, il reçoit des notions vraiment qu'il traduit au mieux du possible et qui, en fin de compte, qui correspondent à ces notions. Donc ça peut être intuitif. Donc c'est en nous, quoi. Voilà. C'est-à-dire que moi, en fait, je parle déjà pour ce qui me concerne dans notre pays, enfin dans mon pays ici, il y a des artistes qui sont extrêmement puissants. C'est-à-dire dans l'art d'agencer les notes et de concevoir les mélodies et de maîtriser les instruments, non, il y a des gens qui sont extrêmement puissants. Maintenant, la chose, c'est qu'ils ont en eux la maîtrise de l'équilibre de la vibration. Ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse aborder maintenant cela dans la dimension scientifique et aussi au niveau du solfège. Parce qu'il m'est arrivé une expérience une fois dans une maison de production où quelqu'un est arrivé en disant « mais heureusement que l'Europe a inventé le solfège pour permettre aux Noirs de faire de la musique ». Il faut savoir que le solfège, il y a un Allemand qui l'a montré, vient de l'Égypte antique. Donc cette codification, tout cela, a une origine. Donc on ne peut pas, je dirais, refaire l'histoire, alors qu'il y a quand même des documents qui ont été produits par l'égyptologie allemande sur cette question. Maintenant, la chose, c'est de prendre le temps d'ouvrir cette réflexion scientifique, mathématique, sur le nombre d'or et autres, avec les jeunes générations,
de manière à faire en sorte qu'on puisse tout simplement renouveler le paradigme d'approche de nos cultures, qu'on ne soit pas toujours dans les mêmes choses, qu'on ne soit pas toujours en train de répéter les mêmes trucs, mais qu'on puisse là, quand on fait une émission par exemple à la télévision, à la radio, aborder des univers scientifiques qui permettent à un enfant de dire, ah, tiens, il y a ça dans notre culture, tiens, je découvre telle chose, au-delà du simple fait des anecdotes de création et des choses qui se sont passées dans les studios. Essayons d'aborder véritablement la musique sur un autre plan. Mais on sait qu'on parce qu'il y a des matériaux pour ça. Mais on est un petit peu conservateur parfois ici. Comment vous sentez un peu l'univers de la musique, par exemple l'univers du gros cas, quand on essaie effectivement d'aller plus vers la science, d'expliquer effectivement de façon mathématique ce qu'on n'expliquait pas du tout à l'époque, on se contentait de jouer. Maintenant là effectivement on rentre plus profondément dans des explications concrètes. Est-ce qu'on est prêt pour ça? Ou on va continuer à mystifier un petit peu le truc? Non, maintenant qu'on a démystifié là, les éléments, donc je pense que là maintenant nous avons les bases pour évoluer. Du point de vue de la formation. Donc les Américains en sont conscients. Il y a des chercheurs, il y a des thèses qui sont faites aux États-Unis. Il faut voir que oui, j'en doute pas. Mais est-ce qu'au niveau local, quand vous, par exemple, vous allez parler à des musiciens et consorts, et vous leur dites, bon, on devrait peut-être plus s'axer sur le nombre d'or, travailler nos musiques plus en s'axant sur le nombre d'or, est-ce que l'idée est bien reçue? C'est-à-dire que moi, je l'aborde avec mes élèves. Donc pour eux, c'est un nouveau chapitre et ils construisent, ils voient, ils comprennent comment. Ça a été Jean-Sébastien qui a fait la même chose. Hein. Jean-Sébastien Bach, beaucoup ont fait exactement la même chose. Sauf que, bon, c'est pas porté à la connaissance du public. Voilà. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a eu aussi le fait de maintenir notre culture dans je dirais, un paradigme qui s'appelle Bita Avieneg. Alors du coup, c'est un paradigme qui est devenu un paradigme de résistance. Et puis, je dirais, à partir de là, les gens se sont dit, bon, ben, si c'est Bita Avieneg, bon, qu'on laisse les Vieneg faire leur affaire. Maintenant, la chose, c'est qu'on conçoit que ce qu'on appelait Bita Avieneg, c'est de la très haute science. Donc, on ne peut pas prendre notre culture dans ce domaine-là, dans ce paradigme-là. Il faut maintenant la regarder avec des yeux nouveaux, avec des yeux je dirais, qui ont expérimenté d'autres univers scientifiques et qui corrèlent maintenant ces univers scientifiques à la démarche de création de nos artistes. Parce qu'en réalité, ce qu'il y a de très étonnant, c'est que l'artiste respecte les lois mathématiques. Donc il faut qu'il en soit conscient, parce qu'il les respecte. Sauf qu'il a l'impression de le faire naturellement, or il les respecte. Est-ce qu'on peut arriver à vaincre le conservatisme? Je pense que oui, il faut juste donner un peu de temps. Moi, je suis toujours aussi surpris de voir que j'ai plus d'appels de tambouillés de l'extérieur que de tambouillés de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Guadeloupéens qui ont leur tambour ou donnent des cours de tambour à l'extérieur, en Europe, un peu partout, qui me contactent pour avoir un certain nombre d'éléments, que des gens de l'intérieur. Vous voyez, mais je dis, il faut donner du temps au temps. C'est vrai que la réflexion, elle est nouvelle, donc on ne sait pas trop la mettre dans un programme de formation. Mais quand on aura vaincu peut-être la peur aussi, hein, il y a le label de la peur, tout est abordé aussi avec la peur, on ne sait pas trop, il y a l'ignorance, il y a tout. Quand on aura vaincu tout ça, je pense que les travaux qu'on a commencé à mener là-dessus, hein, ça servira. Parce qu'au-delà, on s'aperçoit aussi qu'il y a des divinités de la musique qu'il faut connaître. Hein, il y a des choses précises, il y a des rythmes, les changements de rythme sont des changements de divinité qu'il faut aussi connaître. Donc, et ce sont des choses qu'on a machinalement. C'est ancré en nous, mais on n'a pas forcément... C'est-à-dire que vous prenez un son de Saint-Éloi, vous avez plusieurs séquences avant d'arriver, je dirais au corpus même du morceau, mais toutes ces séquences-là, quand on les corrèle aux divinités, les Mérettes, les Mahates, les Hathor, on voit bien que, en fait, même dans le compas haïtien, on voit bien que c'est de ça dont on parle, sans en vraiment dire le nom, mais c'est de ça. C'est-à-dire qu'il y a la chambre, l'antichambre, la terrasse d'entrée. Enfin, on voit qu'il y a un certain nombre de choses qui mettent en condition, avant d'avoir vraiment la consistance du son du morceau, on vous met en condition. Donc, ça, c'est une démarche, je dirais, qui est au niveau de la science, au niveau de la santé, au niveau de beaucoup de choses, hein, au niveau de la méditation. Ce sont des choses qu'on retrouve. Donc il ne faut pas prendre ça, je dirais, de façon totalement désuée. Non, il y a vraiment quelque chose de profond. Mais c'est dès qu'on part dans ce qui est un peu ésotérique, dans la métaphysique, c'est vrai que dès qu'on ne voit pas les choses, on a du mal à comprendre. Oui, mais je pense qu'il faut que nos artistes
ait quand même le courage d'aller voir ça, de venir voir, de venir comprendre. Nous, on a fait le colloque mondial des mathématiques africaines. Sakou est intervenu là-dessus. Beaucoup de personnes ont dit, mais c'était très intéressant ce qu'il a fait. On aimerait justement pouvoir encore prendre le temps de mieux comprendre. C'est pour ça qu'on s'est dit, ben, le mieux, c'est de l'expliquer finalement, pour que les uns et les autres puissent comprendre. Et on pourrait appliquer ces méthodes dans les studios d'enregistrement et arriver justement à des sons qui parlent à tout le monde, comme le compas qui rayonne à l'international, parce que c'est des sonorités, franchement, ça parle à tout le monde en fait. Totalement. Est-ce que maintenant, quand on en parle aux élèves, comment ils réagissent? C'est-à-dire, en parler, c'est moins évident que le jouer vraiment. Moi qui suis pianiste, donc un solo de compas au synthé, je vois très bien la conception, je vois très bien où amènent les différentes parties, jusqu'à ce que l'énergie vraiment soit à sa plus haute. Donc c'est concentré dans quelle petite partie justement l'énergie se concentre. Tout est fait pour. Donc monter en pression. Exactement. Mais on est un peu comme dans les gammes en musique classique en fait. Première gamme, mais c'est-à-dire que le principe, c'est que la base, qui est la gamme de Djouti, a enfanté la gamme de Pythagore. Et c'est vraiment... Mais il faut savoir que les Beethoven et compagnie en ont parlé. La conception de la musique de l'Égypte, c'est quelque chose qui les a beaucoup intéressés. C'est comme les Léonard de Vinci, tous ces gens-là étaient très branchés sur les connaissances scientifiques et ésotériques de l'Égypte. Sauf qu'on ne veut pas en parler, parce qu'on ne veut pas parler de la source matricielle. Jamais on ne parle de la source. C'est comme ça ne sert à rien de l'acheter, ça n'existe pas à la vente. Il faut le faire fabriquer. Vous voyez, donc c'est pour ça que peut-être beaucoup de personnes voient ça même pour la première fois. Mais je vous ai dit, on voit ça sur un logo de... Oui, justement. On voit ça sur leur logo. Aussi, il faut arrêter de privatiser la connaissance et l'information, il faut la démocratiser. Aujourd'hui, on en a besoin, parce qu'on a beaucoup de jeunes qui veulent avoir des réflexions nouvelles, des idées nouvelles en Guadeloupe. C'est-à-dire sortir du sentier battu et avoir aussi des enseignants qui vous permettent de voir les choses différemment. Et ça, je pense que c'est important. J'avoue que c'est un travail énorme quand même, ce que vous faites, puisque ça n'a jamais été fait auparavant, finalement, d'essayer de décrypter... Totalement, mais même sur le rythme du Roca, quand on retrouve la séquence des nombres binaires, mais c'est impressionnant de voir qu'effectivement, on a les séquences en 1 et en 0, les 1 et les 0, sur je dirais la mélodie même du son du Roca, dans des sons, on retrouve cette séquence binaire, et de voir que cette séquence binaire, elle est fondamentale, parce que c'est quand même elle qui régit en fait tout ce qui est téléphone portable numérique, le fait d'envoyer un SMS ou d'utiliser sa carte bleue pour un paiement, d'envoyer un satellite dans l'espace, c'est la base de la codification du son du tambour qui rejoint tous ces univers-là. C'est-à-dire que nos arts ne sont pas à côté, nos arts sont dedans. En plein dedans. Il faut avoir la possibilité de le comprendre, de le voir. Et même pour la fabrication, donc avant de se quitter, je vais revenir sur un élément du début d'émission, c'est que même pour la conception donc des instruments, il faut respecter certaines mesures, certaines proportions, et c'est donc pour ça qu'effectivement Anijar a fait fabriquer totalement. Ce compas. C'est-à-dire que, en fait, pour comprendre des choses, c'est que le son, c'est de la fréquence. Et la fréquence, il y a un univers qu'on n'a pas eu, parce que c'est une question de temps. Il faut savoir que dans nos savoirs traditionnels africains, on dit que le créateur, par le verbe fréquence, alors la chose c'est beaucoup, on dit le verbe fréquence, parce que les autres disent le verbe, mais nous, dans nos traditions, on rajoute fréquence. Parce que le verbe fréquence organise la matière. Et on se rend compte qu'effectivement, la fréquence sonore, au lieu de créer du désordre, crée de l'ordre. Et on a même le même ordre à des fréquences précises. Donc, qui fait que dans la conception d'un instrument, comme il s'agit d'émettre une fréquence, il faut que cette fréquence, on puisse contrôler l'effet de cette fréquence parce que l'humain a une fréquence, il ne faut pas qu'il reçoive une fréquence qui va désorganiser sa fréquence. Donc c'est pour cette raison que dans la conception même du matériau, on prend ces précautions de manière à faire en sorte que... La deuxième chose que disent les ancêtres, c'est qu'on a une oreille mâle et une oreille femelle. Pourquoi on a une oreille mâle et une oreille femelle? Parce que le son qui va pénétrer en nous va être fécondé pour devenir de l'énergie et de la fréquence, et même de la couleur. Donc c'est ce qui est intéressant, c'est que si on s'arrête de la musique, des coups. Mais oui, c'est-à-dire si on s'arrête qu'au son
je dirais, on est en dessous en fait de la réalité. Parce que ce son-là, c'est du positif, du négatif. C'est pour ça qu'on a les tambours, vous voyez, boula et marquet. Donc le boula qui est plutôt tellurique, donc qui est un son qui est vraiment, voilà, qui ça rime au sol, et le marqueur qui est plutôt un son fluidique. Donc ça donne bien notre mâle et notre femelle, notre plus et notre moins. Et à partir de là, c'est les deux quand ils se rencontrent, ça génère une énergie que Sakou disait justement, il y a une amplification de la fréquence de l'individu par la fréquence du son spiralé qu'il reçoit. D'où la sensation de plaisir. D'où la sensation de plaisir. Et d'où le fait que les émotions sont balayées, c'est-à-dire les émotions négatives, sont balayées par l'intensité de cette spirale fréquence. C'est pour ça qu'on aboutit à la musique adoucit les mœurs. C'est pas simplement la musique, c'est qu'il y a quelque chose dans la codification de la musique qui, reposant sur la géométrie sacrée, remet de l'ordre dans la matière et dans l'antimatière. Et c'est ça qui est important. Merci professeur, parce qu'il y a beaucoup de choses en fait qu'on se dit, qu'on ressent intérieurement, mais vous arrivez à poser les mots dessus, et on arrive même à faire les schémas dans notre tête. Franchement, c'est agréable de pouvoir comprendre comment on fonctionne au final de compte. Merci encore à vous d'être venus sur ce plateau ce soir. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, totalement. Tant que vous avez des disponibilités, on continuera dans tous les cas. Merci beaucoup Sakou pour être venu ce soir. Si vous voulez préparer d'autres émissions sur la musique. Il y a un point qu'on n'a pas abordé qui est la cinématique. On voudrait bien prendre le temps de l'aborder. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Merci encore à vous, chers téléspectateurs. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Le Focus Jeudi Anthropologie est terminé, mais il revient la semaine prochaine, jeudi prochain, donc à 19h. Après la coupure pub, vous retrouvez Brigitte Zabarel pour Santé 10. Passez une excellente soirée à l'écoute des programmes de Canal. Bye.